Bienvenue sur ma chaîne YouTube Real Data Hero pour présenter, introduire et expliquer mes analyses graphiques sur les données publiques relatives au Covid-19 que je mets à disposition en téléchargement sur ma chaîne Telegram. En préambule, cette vidéo traite principalement des données sur l'Allemagne et ses districts, mais les indications et les détails de la stratégie et du système de rapport allemand peuvent présenter un intérêt international. L'élaboration des tests et les réflexions sur les stratégies des districts allemands pourraient également être utiles pour la discussion sur les stratégies dans d'autres pays. Cette vidéo de base sur l'incidence fournira des informations sur la détermination de l'incidence, les facteurs qui en influencent les tendances, le système de déclaration et les stratégies de gestion des tendances défavorables. En raison d'interrelations complexes et de recherches détaillées sur le système de rapport et l'évaluation des données, je fournirai dans cette vidéo des explications plus détaillées sur les différentes diapositives et j'espère que vous ferez preuve de patience et de persévérance pour découvrir des détails très intéressants. Tout d'abord, je voudrais faire brièvement référence à la contribution de la chancelière sur la relation entre l'incidence et les taux de vaccination que j'ai expliqué dans une vidéo séparée. Deux conclusions possibles découlent de ces remarques. La première, si l'incidence reste constante à 100 par rapport à la population totale que l'on suppose que la vaccination entraîne une protection à 100% contre l'infection et que par conséquent l'on ne prend plus en compte cette partie protégée de la population, contrairement aux règles de base du calcul, l'incidence réelle augmente progressivement de manière exponentielle. Deuxièmement, la diapositive 4, en revanche, montre la diminution linéaire de l'incidence attendue en fonction du taux de vaccination si le même pourcentage de personnes continue à être infectées. Mais cette incidence diminue parce que seuls ceux qui n'ont pas encore été vaccinés peuvent être infectés. Selon ces scénarios décrits par la chancelière, la fin de la pandémie serait atteinte avec une couverture vaccinale de 100%. Commençons par la clarification du terme incidence. Définition du dictionnaire Duden. L'incidence est le nombre de maladies nouvellement apparues au sein d'un groupe de personnes d'une certaine taille pendant une certaine période de temps. Appliqué à la pandémie Covid-19, le nombre de nouveaux cas est déterminé sur une période de 7 jours et converti au groupe de population de 100 000 personnes. À ce stade, on parle de cas et non d'infection ou de maladie. Un exemple au 29 avril montre les étapes du calcul. Le nombre de cas divisé par la population totale, multiplié par 100 000, et donne en Allemagne, à ce jour-là, au 29 avril, une incidence de 154,9. Comme la base de l'incidence est une maladie, selon cette définition, je voudrais vous expliquer la définition du Covid-19 en tant que cas, comme définie par le RKI sur cette diapositive. La classification comporte 3 aspects: le tableau clinique, le diagnostic de laboratoire et la confirmation épidémiologique. Le diagnostic et l'évaluation du tableau clinique relèvent généralement d'un médecin. C'est défini de manière très ouverte selon 3 critères dont un seul suffit pour attribuer un cas suspect au Covid-19. Aucune différenciation n'est faite par rapport aux autres infections respiratoires, aucune caractéristique spécifique du Covid-19 qui permettrait une clarification sans ambiguïté n'est listée. S'agissant d'une maladie à déclaration obligatoire,
Il faut donc s'attendre à une attribution généreuse dans la clinique afin, en tant que médecin évaluateur, de ne pas courir le risque d'un rapport manqué. 3 méthodes de test diagnostique sont citées. La détection d'antigènes, de plus en plus souvent sous forme de tests rapides qui détectent les anticorps que l'organisme développe lors d'une infection. L'isolement des agents pathogènes par culture. La détection d'acides nucléiques au moyen de la réaction en chaîne par polymérase, le fameux test PCR. La confirmation épidémiologique élargit la définition de la maladie. Par exemple, pour les décès qui surviennent dans l'environnement d'une soi-disant épidémie et qui peuvent être déclarés comme des cas de Covid-19 malgré un test PCR éventuellement négatif et sans symptômes cliniques spécifiques. Ici, j'ai réuni les définitions des cas qui doivent être soumis au RKI. Pour la publication du bulletin accessible au public, le RKI fournit à son tour une sélection qui spécifie que seuls les cas de maladie sur fond rouge entrent dans les statistiques. Il convient de souligner que la détection d'antigènes n'est pas prise en compte ici, mais nécessite une confirmation par test PCR en cas de positivité. Cela explique les rapports des médias selon lesquels seule une fraction des nombreux tests rapides positifs dans les écoles a pu être confirmée par test PCR. Il convient de souligner que les cas suspects et les diagnostics vérifiés par des tests PCR sont initialement traités de la même manière en ce qui concerne la mise en quarantaine. Dans ce cas, c'est l'autorité sanitaire compétente qui a le pouvoir de décision pour ces mesures. Examinons de plus près les méthodes utilisées pour la preuve diagnostique. Je ne présenterai que les déclarations des fabricants de tests eux-mêmes. Je vous suggère de mener vos propres recherches sur d'autres déclarations et opinions scientifiques, comme celle du concepteur de la réaction en chaîne par polymérase, Kary Mullis. La diapositive 10 montre d'abord un extrait de la notice d'un test rapide antigénique. J'ai souligné certains passages en couleur. Le test est donc réservé à un usage professionnel. Le croquis en bas de la diapositive donne les instructions pour le prélèvement, qui, de mon point de vue, confirmé par certains spécialistes médicaux, doit être classé comme dangereux lorsqu'il est effectué sous cette forme. Veuillez comparer le croquis du milieu de la page, qui a été publié par un laboratoire spécialisé, en ce qui concerne l'angle d'introduction du bâtonnet test dans la cavité nasale. Si vous avez des doutes sur l'évaluation des risques, veuillez consulter un spécialiste médical sur les risques associés à l'angle d'extraction décrit. Les passages suivants apportent un éclairage supplémentaire important. Des résultats positifs indiquent la présence d'antigènes viraux, mais une corrélation clinique avec l'histoire du patient et d'autres informations diagnostiques sont nécessaires pour déterminer le statut de l'infection. Un résultat positif n'exclut pas une infection bactérienne ou une co-infection par d'autres virus. L'agent pathogène détecté ne peut pas être la cause définitive de la maladie. Des résultats négatifs n'excluent pas une infection par le SARS-CoV-2 et ne doivent pas être utilisés comme seule base pour les décisions de contrôle de l'infection. Le résultat du test ne doit pas être utilisé comme seul indice pour évaluer l'état du patient et les manifestations cliniques et les autres tests de laboratoire doivent être combinés. On signale d'autres problèmes liés à des conditions environnementales défavorables qui peuvent conduire à des résultats faussement positifs. Et voici un extrait des instructions du test PCR PG6815-RUO de la société Air Biopharm. En premier lieu,
Sous la rubrique Objectifs, il est précisé que le test est destiné uniquement à la recherche et ne convient pas aux procédures de diagnostic. Cela semble contredire le fait qu'il s'agit d'une méthode RT-PCR multiplex en temps réel pour la détection qualitative directe de l'ARN du nouveau coronavirus à partir d'échantillons respiratoires humains. Il convient de souligner ici que l'ARN du virus détecté est un segment de chaîne d'acide nucléique provenant de l'ARN cellulaire du virus suspecté. Il est en outre décrit que dans la méthode, des fragments de gènes spécifiques sont amplifiés jusqu'à ce qu'un signal de fluorescence indique la présence des fragments de gènes spécifiques. Je voudrais mentionner ici deux critères importants pour l'évaluation du résultat du test. Tout d'abord, la fiabilité des tests dépend du fait que l'on détermine un seul brin de gène ou plusieurs séquences génétiques spécifiques. En outre, la spécification d'un résultat positif dépend dans une large mesure du nombre de duplications, la valeur dite CT. Le développeur du test, Kary Mullis, qui a reçu le prix Nobel pour cette méthode, met en garde contre des taux d'amplification trop élevés, car sinon on pourrait détecter n'importe quoi chez tout le monde sans obtenir aucun résultat de test utilisable. C'est pourquoi, par exemple, les virus de la grippe sont amplifiés jusqu'à un maximum de 25 cycles. Pour la détection du SARS-CoV-2, des cycles beaucoup plus élevés sont souvent utilisés. La valeur CT du test n'est pas réglementée de manière uniforme et n'est souvent pas communiquée ni prise en compte dans l'évaluation de la charge virale et donc de l'infectivité. Cette dernière remarque revêt une importance particulière. Un résultat de test positif n'indique pas nécessairement la présence d'organismes viables. Un résultat positif indique que le gène cible est présent. Il peut donc également s'agir de matériel génétique non viable, provenant par exemple d'un contact viral survenu il y a quelque temps. Des scientifiques internationaux de haut niveau discutent et évaluent de manière très controversée et critique la mesure de la déclaration d'un test PCR comme méthode de détection de l'infection et le cas échéant de détection exclusive du Covid-19, même en l'absence de symptômes cliniques. En utilisant les critères des méthodes scientifiques valides fondées sur des preuves qui font appel à toutes les expériences de contrôle et de vérification requises, il devrait être possible d'apporter à cette controverse une conclusion scientifiquement claire et valide. Les croyances et les hypothèses peuvent être le point de départ de questions scientifiques, mais elles devraient appartenir au passé après une année de recherche internationale et une abondance presque infinie de matériel d'investigation. Je ne discuterai pas davantage de la troisième méthode de détection, à savoir l'isolement de l'agent pathogène en culture, car elle n'a aucune signification pertinente en ce qui concerne la détermination du nombre de cas. Sur la diapositive 12, j'ai décrit l'évolution temporelle des évolutions sévères de la maladie selon le profil épidémiologique du RKI. La période d'incubation entre le contact avec l'agent pathogène ou infection et l'apparition des premiers symptômes est particulièrement importante et peut atteindre 14 jours. Cette période a connu diverses explications controversées concernant la transmissibilité de l'agent pathogène sans symptômes que j'ai traitées avec soin en discutant avec de nombreux scientifiques et en étudiant les publications originales. La conclusion de mes études est que la thèse de la transmission sans symptômes n'a pas été acceptée scientifiquement. Les opinions opposées doivent, si nécessaire, apporter leur contribution à l'évaluation scientifique finale au moyen d'études vérifiées dans le cadre du discours scientifique controversé. Pour les évolutions sévères avec prise en charge en clinique, en unité de soins intensifs, la durée du séjour dans cette unité joue un rôle. Une étude statistique détaillée à ce sujet sera publiée prochainement. Selon les études présentées par le RKI,
L'apparition du décès est estimée à environ 11 jours après apparition des symptômes. Des évolutions temporelles similaires sont observées dans les évolutions sévères de la pneumonie, qui, selon le Berliner Morgenpost du 11 juillet 2018, tue 30 000 personnes en Allemagne chaque année. Je voudrais citer un extrait d'un entretien avec l'administratrice du district de Greit, qui a souvent été en tête du classement du tableau de bord du RKI pendant de nombreuses semaines, avec des valeurs d'incidence maximale de plus de 500 dans certains cas. Plus loin, la stratégie de ce district sera discutée plus en détail. Citation. Qui teste beaucoup trouve aussi beaucoup. Le district de Greiz a été l'un des premiers à tester intensivement les enfants et les adolescents, ce qui a fait grimper les chiffres pour l'instant, a notamment déclaré Martina Schweinsburg dans une interview accordée à MDR. Dans le cadre de cette déclaration, je souhaite aborder la question de savoir quels facteurs influencent l'incidence, si et dans quelle mesure il existe une possibilité d'influence, par exemple par le nombre de tests. Les diapositives 14 à 20 montrent les tendances des incidences sur 7 jours par rapport au nombre de tests pour l'Allemagne, la Suisse, la France, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni. En Allemagne, on peut bien voir que chaque pic de test est suivi d'un pic d'incidence. Avec un décalage d'environ 4 à 5 jours entre les pics maximaux. Cela peut être lié au résumé hebdomadaire des tests, mais peut aussi indiquer un éventuel retard dans la transmission des rapports. Pour la Suisse, les données sont disponibles sous une forme beaucoup plus différenciée. Initialement, on peut aussi voir ici une relation entre la courbe de test et la tendance de l'incidence. Cependant, à partir de décembre 2020, la stratégie de dépistage semble changer de manière significative, car les incidences diminuent malgré des taux de dépistage en augmentation. Mais en outre, une augmentation des taux de dépistage est associée à une augmentation des incidences. La mesure dans laquelle les incidences changent en fonction du nombre de tests est illustrée sur la diapositive 16 pour la Suisse, où une courbe verte a été placée devant la tendance d'incidence déjà connue en arrière-plan, montrant la tendance d'incidence qui a été convertie en un nombre constant de tests à la valeur du 22 avril 2021. Pour les différences. On peut voir très clairement où des taux de tests élevés ou faibles ont eu un effet marqué sur le niveau de l'incidence sur 7 jours et déforment complètement l'incidence réelle de l'infection par rapport à un taux de test constant. Ainsi, l'énoncé de chiffre d'incidence absolue sans référence au nombre de tests est trompeur et n'est pas comparable, tout comme on ne peut comparer les chiffres des décès sans se référer aux chiffres de la population. Ici, pour la France, l'Espagne, l'Italie, on constate une nouvelle stratégie à partir de 2021. Et le Royaume-Uni, au tracé très étrange depuis mars 2021. Plus vraiment de corrélation entre les deux éléments. Une connaissance approfondie du système d'établissement des rapports donne un aperçu de la manière dont on obtient les chiffres publiés chaque jour. Même à l'ère numérique du bureau à domicile, les possibilités de rapport comprennent la télécopie.
que les médecins ou les autorités sanitaires peuvent utiliser pour transmettre des rapports de cas. Le graphique à droite de la diapositive illustre les processus de transmission du système allemand de déclaration et d'information électronique pour la prévention des infections ou DEMIS en abrégé. Il est important de définir précisément qui est soumis à l'obligation de déclaration. Outre les médecins, il peut s'agir du personnel infirmier, des directeurs d'école, de jardins d'enfants, d'établissements de soins, de maisons de retraite et autres. Des délais de rapport sont fixés pour la transmission. Le calcul de l'incidence a déjà lieu dans les bureaux de santé de l'État. Le RKI effectuant une évaluation finale indépendante, des valeurs divergentes peuvent se produire. Le RKI publie les données collectées et traitées pour le tableau de bord accessible au public sous la forme d'un grand fichier CSV RKI COVID-19 qui contient tous les rapports de cas individuels et les rapports de décès de chaque district et que nous avons analysés pour cette présentation, entre autres. Pour la suite de la réflexion, 3 champs de ce dossier jouent un rôle particulier conformément aux explications du RKI et je voudrais ici les mettre en lumière. Il s'agit de la date de déclaration ou notification qui indique quand l'autorité sanitaire a eu connaissance du cas. La date de référence indique, si elle est connue, la date de la maladie et le champ Ist Erkrankung Beginn indique que la date de référence est également le début de la maladie. Sur cette diapositive, vous trouverez 2 exemples de cas qui montrent que ceux dont la date de déclaration est passée sont également inclus dans l'ensemble de données comme un nouveau cas à un moment ultérieur et sont donc pris en compte dans les nombres de cas de l'incidence de 7 jours. Ici, le cas annoncé au 1er avril a été compté le 17, soit 16 jours plus tard. Le deuxième exemple de cas du district de Wetterau est un cas passé qui est déjà marqué comme guéri. Il a été signalé à l'autorité sanitaire le 1er avril et est inclus dans les statistiques comme un nouveau cas le 17 avril sans spécifier le début de la maladie. En termes de données, il faut donc distinguer les cas qui, 1. sont de nouveaux cas au cours de la période d'incidence de 7 jours en question, 2. ont été admis comme nouveaux cas mais étaient déjà enregistrés auprès de l'autorité sanitaire avant la période d'incidence de 7 jours, c'est-à-dire que la date de référence est antérieure à cette date, 3. dont le début réel de la maladie n'a pas été signalé. L'interprétation de ces 3 dates de déclaration est d'une grande importance en ce qui concerne l'incidence. Le RKI base systématiquement son calcul d'incidence sur la date de déclaration et inclut les cas survenus avant la période de 7 jours. D'une part, ce traitement est avantageux dans la mesure où il ne permet pas d'ignorer statistiquement les cas signalés tardivement. Si l'on va un peu plus loin, il apparaît clairement que des cas sont également déclarés plus tard pour la période actuelle de 7 jours, de sorte qu'une certaine correction d'erreur est indirectement compensée par le comptage épidémiologiquement incorrect des anciens cas déclarés. Toutefois, dans certains cas, même de petites différences ont un impact considérable sur les mesures à prendre et la restriction des droits fondamentaux, ce qui plaide contre un traitement négligent des données en question. Dans la 4e partie de mon exposé, je vais examiner de plus près les effets du système de déclaration d'écrit sur les valeurs d'incidence déterminées. Ce tableau montre comment les 3 champs de déclaration d'écrit
affectent le calcul de l'incidence pour la période d'exemple de la 16e semaine civile 2021. Le tableau montre le nombre de districts qui se trouvent dans la zone d'incidence respective ce jour-là, sur fond bleu selon la date de déclaration. Alors, ici, vous avez, par exemple, 3, le 16 avril, au-dessus de 400, 25 districts sur le nombre total de districts, au-dessus de 300, etc. Ce sont les données rapportées quotidiennement dans le tableau de bord et dans les médias. En bleu clair, les incidences à calculer dont la date de référence, c'est-à-dire la date d'apparition de la maladie, se situe dans la période de 7 jours. Ceux qui datent d'avant cette période de 7 jours sont soustraits. Sur fond vert turquoise, les incidences dans la période de 7 jours marquées comme des cas réels, malades, dans laquelle les cas sans symptômes ont été soustraits. La ligne du bas en gris montre l'incidence moyenne non pondérée de tous les districts ce jour-là et la dernière ligne en bleu foncé, le nombre de districts dont l'incidence est supérieure au seuil de 100 fixé par le gouvernement. Alors, ce jour-là, on peut voir qu'il y avait 371 districts sur un total de 412 en Allemagne qui étaient supérieurs au seuil fixé par le gouvernement. Et on peut aussi observer que cela change énormément au jour le jour. Bien sûr, la colonne où les cas non étiquetés comme ayant la maladie ont été soustraits donne lieu à diverses spéculations. Par exemple, on peut trouver des analyses de valeurs quotidiennes qui interprètent systématiquement les cas soustraits comme des cas sans symptômes. L'équipe de Real Hero a étudié cette question en détail. La première question était de savoir quelles données sont effectivement communiquées aux services de santé. Cette diapositive montre un exemple du formulaire de déclaration de l'Office de la santé publique de Bavière qui montre clairement que les données enregistrées vont bien au-delà des informations divulguées publiquement. En particulier, une distinction détaillée est faite entre les cas symptomatiques ou asymptomatiques. Et les symptômes détectés doivent être saisis en 14 catégories. Outre les données du RKI Covid-19, il est également possible d'interroger les données de déclaration des autorités sanitaires pour lesquelles le RKI a mis en place le système de déclaration Surfstat @RKI 2.0. Ainsi, sur cette diapositive, j'ai comparé les données du fichier RKI Covid-19 dans les 2 premières colonnes, avec la requête Surfstat pour les 6 districts des plages supérieures et inférieures de l'échelle d'incidence à titre d'exemple. Le nombre total de cas d'incidence sur 7 jours, ici et ici, est comparable avec des différences mineures. Cependant, dans Surfstat, les départements de santé rapportent les cas avec une différenciation sur le diagnostic de laboratoire disponible ou la clinique des cas. Les cas dont la clinique n'est pas remplie doivent être classés comme non vérifiés et donc aussi comme des cas sans symptômes. Les différences entre la date de déclaration et la date de référence ou le début marqué de la maladie sont indiquées dans ces courbes jaune-bleu du tableau de bord du RKI disponible pour chaque région. On constate dans toute l'Allemagne que, surtout à partir d'octobre 2020,
De nombreux cas ne sont pas signalés avec une date de début. Ce sont ceux indiqués en jaune-orange. Sur les diapositives suivantes, à chaque fois suivies de la courbe bleu-jaune, je compare en couleur les 3 valeurs d'incidence calculées sur la base des critères de déclaration subventionnés pour l'Allemagne et les districts présentés ci-dessus. En arrière-plan, en bleu, les incidences déclarées. Juste devant, en bleu clair, les valeurs d'incidence restreintes aux cas référencés dans la période de 7 jours. Et en turquoise, au premier plan, les incidences calculées uniquement sur les cas marqués comme malades. Mon seul objectif ici est d'illustrer graphiquement les différents résultats et non de les interpréter. Les districts Erzgebirgekreuz, Greiz, c'est celui-là, et Vechta montrent à quel point la pratique de déclaration de l'apparition de la maladie est différente selon les districts. Vechta ne déclarant pratiquement aucun cas d'apparition de la maladie sur toute la période indiquée. Si l'on voulait parler ici de tous les cas sans symptômes, cela inviterait certainement à la contradiction. Tout d'abord, je tiens à vous informer que le document PDF de mon groupe Telegram contient des données détaillées sur les décès dans chaque groupe d'âge pour chaque district sur la base de la requête Surfstat. Je n'ai fait que survoler rapidement ces listes de fichiers et je vous invite à les étudier par vous-même. Concernant la question des symptômes non mentionnés, j'ai pu obtenir la déclaration des bureaux de santé interrogés qui ont confirmé qu'ils confirment effectivement le rapport Ist erkrankt avec le numéro 1 si les symptômes sont connus. Un informaticien de Nuremberg qui analyse régulièrement ces données a soumis une enquête de lecteurs à son journal du Nord de la Bavière qui a ensuite rapporté ses analyses et chargé un expert en statistique de vérifier ses déclarations. Le point de départ de l'enquête est la déclaration du RKI et les courbes des maladies qui ne pourraient être plus différentes entre le district administratif de Nuremberg, que voici, et le district urbain de Nuremberg, en ce qui concerne les données sur les maladies enregistrées. Je vous remontre une fois. Campagne, ville. Non, c'était administratif et urbain. Dans le district urbain de Nuremberg, pratiquement plus aucune donnée sur les maladies n'a été transmise au RKI depuis environ le 21 octobre 2020, alors que cela avait encore lieu auparavant, quoique avec un nombre de cas nettement inférieur. C'est ce dont traitent les analyses et l'enquête de l'informaticien Plötschke que commente l'article de la Bavière du Nord, dont voici des extraits. Il est passionnant d'étudier l'élaboration minutieuse des déclarations de Plötschke, qui a même incité le journal à se renseigner auprès du RKI ainsi que de l'Office d'État de Nuremberg. Alors que le RKI se référait à ses publications, l'autorité de Nuremberg a déclaré ce qui suit. Dans le cas présent, selon les informations dont nous disposons, il s'avère que les données pertinentes n'ont pas été transmises par le Bureau de la Santé, peut-on lire dans une réponse électronique du Bureau d'État. Le responsable de la santé de Nuremberg, Britta Waldhelm, explique l'absence de données sur les maladies par un effort trop important. Citation. Nous ne transmettons au LGL que par date de déclaration, car l'effort nécessaire pour rechercher chaque enregistrement dans la base de données et déterminer le début de la maladie est très important. Pour le calcul de l'incidence sur 7 jours, la date de déclaration est déterminante. Fin de citation.
Dans ce contexte, je voudrais vous rappeler que le formulaire de rapport bavarois de la diapositive 27 est très complet et chacun peut se demander si cette déclaration est satisfaisante pour les citoyens qui, notamment en Bavière, sont particulièrement touchés par les restrictions des droits fondamentaux. Dans cette dernière partie de ma vidéo, je présenterai les stratégies de 3 districts avec des chiffres d'incidence élevés et faibles, en me demandant si des moyens de sortir des chiffres d'incidence élevés émergent ici. La diapositive 53 montre des images qui décrivent probablement notre cadre de vie un peu partout aujourd'hui, tant dans les zones rurales qu'urbaines. Les tests effectués à l'échelle d'une zone devraient permettre de détecter les infections à un stade précoce afin de pouvoir réagir localement et globalement. On constate ici un changement complet de stratégie par rapport à une déclaration antérieure du ministre de la Santé, M. Spahn, qui mettait encore en garde contre un trop grand nombre de tests dans la population saine, car en raison du taux d'erreur des tests, il faudrait également tenir compte du nombre de faux positifs. Ici, j'ai rassemblé des extraits d'un rapport de la radio Mitteldeutscher Rundfunk qui reprend la déclaration de l'administratrice du district de Greiz, déjà exprimée au début, pour justifier son rapport. Je résumerai brièvement cette stratégie en quelques points clés. Tests intensifs sur les enfants et les jeunes. Utilisation de bus de test qui ont permis de réaliser 10 000 tests rapides gratuits dans toute la région à ce jour. Utilisation de volontaires pour réaliser les tests. Soutien financier du programme par la caisse d'épargne pour soulager le district de cette charge. Contribution à l'instauration d'un climat positif à l'égard du projet et à son acceptation par la population grâce à la couverture médiatique et à la télévision. La diapositive 55 montre les chemins empruntés par 2 districts dont les valeurs d'incidence se situent au bas de l'échelle au niveau national. L'administrateur du district de Wittmund attribue sa position favorable aux critères suivants. Le caractère rural et touristique de la région, bien que je doive noter que les activités touristiques ont été largement découragées par les réglementations étatiques et fédérales. L'absence de grandes activités industrielles. Mon commentaire à ce sujet est que les districts ayant des industries de transformation de viande, par exemple, ont souvent exigé qu'elles subissent des tests en série, ce qui a entraîné un nombre élevé de cas. L'administrateur du district voit également dans les discothèques et les grandes capacités hôtelières des zones à risque qui sont rares dans son district. Sur la droite de la diapositive, le district de la Frise du Nord décrit son concept de participation au projet Région Modèle de la Frise du Nord, qui propose une opération touristique sous réserve de tests rapides obligatoires des clients à intervalle de 48 heures. À ce propos, le concept de région modèle en tant que moteur du développement économique est originaire de Chine. Ainsi, Shenzhen a été transformé par le Parti communiste chinois en région modèle pour le socialisme en août 2019, déjà, ce qui a permis de mettre en œuvre des objectifs politiques et économiques. En Frise du Nord, ce concept devrait démarrer le 1er mai, mais il n'est pas encore possible de savoir combien d'établissements d'hébergement rejoindront ce projet modèle ou s'ils resteront fermés. De même, on ne peut pas encore estimer l'acceptation par les clients ni l'influence de ce projet sur l'incidence actuellement faible dans le district. Je me suis efforcée de montrer un large éventail de contextes dans le cadre des chiffres d'incidence et de leur classification en tant qu'outil décisionnel clé pour les mesures de contrôle de la pandémie. En effectuant des recherches personnelles, en discutant et en posant des questions aux décideurs et aux organismes de mise en œuvre, chacun peut apporter une contribution constructive à une approche réussie. Ce qu'il faut,
Ce sont des stratégies permettant d'éviter les erreurs, de trouver des solutions et de distinguer l'utile du nuisible. Comme toujours, je vous encourage à faire vos propres recherches et à remettre en cause ce que je dis. Le PDF peut être utilisé gratuitement dans mon groupe Telegram et le groupe de discussion permet de poursuivre les échanges. J'espère que mes propos ont été éclairants et que j'ai réussi à montrer les liens. Cette vidéo sera publiée dans d'autres langues si cela suscite de l'intérêt. Veuillez signaler votre intérêt dans les commentaires. Si vous aimez cette vidéo et mon travail, mettez un like, abonnez-vous à ma chaîne et rejoignez le groupe Telegram Real Hero pour recevoir les futures mises à jour et vidéos. Vous y trouverez également de nombreuses informations complémentaires. Des sujets et des données internationales y seront également publiés. Je vous remercie. À bientôt pour une nouvelle vidéo.